compte de taxes, vous avez les moyens de le payer, il faut qu'on vienne. C'est pas une raison pour qu'on vole l'argent dans vos poches. C'est pas une raison pour qu'on bafoue vos droits et vos libertés fondamentales. Jean-Baptiste, on était à voir rencontrer les citoyens, puis ce qu'on entendait, c'était que, bon, Marcel, après des voisins, il pense quand même un bon pour les cadeaux, et c'est lui qui a fait des hot dogs pour tout le monde. Marcel fait des super beaux feux d'artifice. Dans les sélections, et encore des fois, ce que Daniel disait tantôt, c'est pas une question d'être compétent, c'est une question d'être c'est un bon chum, c'est de la place. On entend souvent ça. Évidemment, toujours le même pattern de que ça se porte de même partout au Québec. La beauté de tout ça, c'est que si on veut, si on a une possibilité de faire passer le message, d'informer les gens, que dans le solo, c'est possible. C'est la grosse direction. J'aurais comme envie tout de suite de permettre des questions. Si vous souhaitez, il y a Daniel, vraiment, c'est un grand privilège que tu sois venu avec toute ta gang. C'est la première fois qu'on le montre aussi, cette vidéo-là, je sais que tu l'as vu. C'est l'héroïne du film et je pèse mes mots quand je le dis. Donc, si vous avez des questions, peut-être qu'on pourrait, avant de continuer avec le documentaire de 98 médias de GAPA, peut-être qu'on pourrait en profiter. N'hésitez pas. Daniel, si tu veux prendre la parole aussi. Donc, écoutez, c'est touchant de voir ça quand c'est nous. Moi, je ne suis pas une vedette, je ne suis même pas une vraie politicienne, mais oui, voilà, puis j'aime nos citoyens et j'aime notre ville. Ce que je voudrais dire particulièrement, c'est merci à Claudine et à Philippe Viel pour ce qu'ils ont fait, la façon dont ils ont su trouver les mots pour expliquer ce qu'on vit en fait depuis 10 ans. C'est un petit peu de notre vie personnelle. Et je suis un peu gênée, finalement. Alors, merci Claudine, parce que tu nous as facilité la tâche. Et merci aussi, parce que ce que vous avez fait, c'est aider aussi les citoyens de Sainte-Julienne, ceux qui veulent une saine démocratie. Alors, merci énormément à Claudine et à Philippe. Merci beaucoup. Jusqu'au 3 novembre. Oui, j'ai une question. D'abord, chapeau. C'est des citoyens et des citoyennes qui se lèvent comme ça. C'est super important. C'est super important, comme vous l'avez souligné aussi, que cette parole-là, que ces actions-là, que cette parole-là, que ces actions-là soient récupérées aussi par les médias, les médias indépendants. Moi, ma question, c'est le lien entre vous deux, là, qui semble, cette complicité-là, ça part d'où? Ça part d'où? C'est arrivé comment? Oui, c'est quand même intéressant. Oui, écoute, je peux raconter une histoire. C'est que
à travers justement le mouvement du 24 septembre, on a eu le goût d'organiser un événement à un moment donné parce que c'est le fun de rencontrer les gens puis de créer un espace public en fait où les gens peuvent réfléchir ensemble. Et Daniel a été présenté, en fait, chercher des gens qui pouvaient témoigner et sortir de Montréal, surtout parce que c'est très montréalais souvent ce qu'on fait. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je connais une femme qui se bat, qui lutte, tu sais. Et c'est comme ça qu'on a eu des conversations au téléphone. Puis donc, on a fait un événement, il y avait des panélistes, 4 panélistes invités. Daniel faisait partie de ces panélistes-là. Et c'est ça, je te laisse raconter la suite, peut-être que... En fait, c'est ça. Par la suite, écoutez, je vous dirais qu'un jour, parce qu'une lutte comme ça, c'est pas facile, et un jour, on plie les genoux à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Il y a plusieurs héros au Québec, ça a l'air facile, mais dans la réalité, c'est pas facile. Ça me rappelle un peu M. Robinson qui disait « Je suis en train de lire un jugement, et entre les pages, je tombe à genoux et je vomis. » Alors, je peux vous dire que au point de vue humanitaire, c'est très difficile ce qu'on a vécu. Et une journée, j'ai décidé d'appeler Claudine en lui disant « Écoute, j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide, c'est trop difficile ce qu'on vit. » Et là, Claudine nous a proposé de faire ce tournage-là. Et j'imagine que la complicité qu'il semble avoir, c'est que Claudine a rendu cette expérience-là tellement facile que c'était facile pour nous de nous livrer et puis de parler avec notre cœur. Comme on dit souvent, quand on dit la vérité, c'est facile parce qu'on n'a pas besoin de mentir. Alors, voilà. Alors, maître du contre-pouvoir, ça fait combien d'années que vous vous battez? 10 ans. Lâchez pas. Merci. Lâchez pas. Et vous avez vu hein, que quelques jours après les élections, je ne sais pas si on revient, mais quelques jours après le déclenchement des élections, encore du vandalisme. Donc, vraiment, c'est tout ça, c'est cette intimidation-là. Et vous trouvez, en tout cas, tu trouves ta force dans cette résister. Donc, oui, moi, c'est sûr que personnellement, évidemment, ça m'inspire. Tu m'inspires énormément. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Ces abus-là que vous subissez, cette violence, cette intimidation, pour reprendre des mots communs, est-ce que vous êtes tenté d'aller vers la police pour ça? Est-ce que Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre film. Parce qu'on fait quoi quand la police est au service de la mairie? Alors, ce qu'on fait, c'est que on monte nos dossiers, on monte notre preuve, ça prend du temps et tout ça, puis on les confronte à une certaine réalité. Comme vous voyez, maintenant, si on a une meilleure couverture médiatique, je vous dirais que ma conversation avec M. Joubert, le fameux journaliste, a duré 20 minutes. Alors, quand ses patrons ont pris connaissance de cet enregistrement-là, ben, il était peut-être un peu mal à l'aise, j'imagine. Alors, c'est comme ça qu'on a fini par avoir une couverture de presse. Alors, avec les policiers, ben, c'est de monter nos dossiers, puis c'est de dire, si vous vous en occupez pas, ben, on va médiatiser. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, je ne peux pas vous dire qu'avec la Sûreté du Québec qui nous dessert pour la MRC dans laquelle je demeure, que je me sens en sécurité. Vous avez vu la voiture, mais en même temps, il y a eu des menaces de brûler ma palissade encore dernièrement et tout ça. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Mais si moi je le fais pas, si vous le faites pas, ben, à un moment donné, ça donne ce que ça donne. Fait que moi, je dois donner l'exemple. Et quand on dit aux citoyens, c'est vous qui avez le pouvoir, ben alors prenez-le. Et j'espère que tout ce qu'on a fait pour moi, le 3 novembre prochain, je me présente encore à la mairie. Et pour moi, comme je dis souvent, ce sera ou la victoire ou la liberté. J'aurai fait ce que j'avais à faire. Et je vais remettre le flambeau à l'autre. Alors voilà. C'est mon besoin de proteste. Oui, je voulais juste faire un correctif de vocabulaire concernant le court-métrage sur la simplicité volontaire, où la présentatrice vous a parlé de société de surconsommation. Alors je pense que devant la dérive consumériste, on peut véritablement parler plutôt de société de gaspillage, et non, de gaspillage délibéré, non plus de surconsommation. On est à l'échelon supérieur.
c'était juste un petit correctif qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Il y a surconsommation, il y a gaspillage aussi. C'est encore plus grave de voir que peut-être 50% de la nourriture est jetée. Les magasins, bon, au moins maintenant, il y a des organismes à but non lucratif qui récupèrent sur les surplus, mais il y avait des cas qui avaient été médiatisés comme ça, que des supermarchés qui jetaient à la tonne, donc ça des produits. Puis c'était aperçu qu'il y avait des gens pauvres qui allaient chercher sur la nourriture qui était bonne dans les poubelles. Ils ont demandé à leurs employés de jeter du comète, de javel, des choses pour pas que personne puisse récupérer. Donc ça a fait le tour du monde, c'était arrivé en France. Donc au moins, là, il y a une conscientisation qui se fait pour au moins essayer de rediriger pour que ce soit utilisé pour les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc on va continuer avec l'autre film, ou tu peux prendre une pause maintenant, ou l'autre film? Ça dépend comment on enchaîne avec un nouveau film. Qu'est-ce que tu avais décidé, Michael? On présentait la visite avant ou. Bon. Alors, je te passe la parole. Bonjour, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est vraiment plaisir parce que vous savez, on filme des trucs, on est tout seul dans sa salle de montage, on met des choses sur YouTube, puis des fois on se ramasse avec un paquet de commentaires sur YouTube négatifs. Puis ça fait plaisir aussi de voir du vrai monde, du vrai visage, qu'on n'est pas juste sur Facebook. Je me présente, Michael Fortin, je suis membre de 99 Médias. 99 Médias qui est un média indépendant. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce que dans le fond, la meilleure façon d'exprimer ce qu'on est, on vous le présente dans un petit vidéo qui s'appelle Valse Tribal en 99 mineurs. Suite à ça, on va enchaîner tout de suite avec un film qui s'appelle La Visite, qui est une deuxième version d'un même film qui porte le même titre et qui porte sur des employés qui vont décider d'aller dans le conseil d'administration de C3S et contester à la fois contre les coupures budgétaires que l'administration dit que ça n'affecte pas la population et aussi, surtout, sur la méthode de Toyota, appliquée dans le système de santé qui, à l'heure actuelle, qui est appliqué, qui est enseigné un peu partout dans le réseau de la santé, puis c'est un héritage du gouvernement précédent, comme Kentucky. Méthode Toyota, c'est je prends votre journée, je la découpe en petites séquences. Je vous dis combien de temps ça vous prend pour ouvrir votre ordinateur, combien de temps ça vous prend pour prendre les crayons, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. OK? Puis après ça, vu que ça vient de vous, la solution, après ça, je vous dis, mais vous voyez, c'est l'empowerment à devant de l'employé, puis ça amène une situation infernale, un cercle vicieux. C'est un sujet que je travaille. Et puis, dans le fond, ce que je vous présente ce soir, c'est une espèce d'extrait que j'ai filmé mardi dernier. Pour une deuxième fois, c'est ça, les employés ont décidé d'aller voir le conseil d'administration, mais ils ont appelé les employés ne peuvent pas parler nécessairement, hein, parce que, bon, c'est leur emploi, ils ont peur de faire leur emploi, fait qu'ils ont fait appel à des porte-paroles pour porter leurs paroles. Alors voilà, bonne écoute. Toute ressemblance n'est que pure coïncidence. Toute ressemblance n'est que pure coïncidence.
Où est donc de reconquérir notre dignité humaine? Où il se bat pour reprendre en main notre destinée, nos droits et nos libertés. Une tribu dans la rue pour faire en sorte que le message soit entendu. Vous êtes toujours en direct avec Guy Sparks sur les ondes de 99media.org. La grand-mère et la rousse. Nous sommes en train de préparer pour le personnel ici de CSS Optique Montréal-Nord pour un geste de solidarité pour tantôt motiver les groupes en fait compte. Tantôt, il y aura la présentation du conseil d'administration. L'administration aussi manque de pouvoir. Donc, il faudra en revenir. Donc, pour les stimuler un peu. C'est ça qu'on s'apprête à faire tantôt. Comme une dame, j'ai pas le goût que la bosse dise
FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, si le réseau de la santé, y compris ici au C3S Santé Montréal-Nord, on trouve de l'argent à grands frais de centaines de milliers de dollars pour faire venir des firmes extérieures pour dire aux gestionnaires quoi faire, disons que moi, je n'achète pas la fatalité. Pour moi, c'est clair, ce sont des choix politiques, des choix budgétaires. Puis si les gestionnaires qui ont des difficultés à avoir plus d'imagination, puis eux à faire la représentation à leur niveau, pour être capables de répondre aux besoins de la population, c'est pas une question de totalité. Aujourd'hui, je vais faire une intervention de 2 ordres au conseil d'administration. Premièrement, pour leur expliquer quelles sont les études d'impact qu'ils ont faites pour savoir les impacts de leur mauvaise gestion sur la population en termes de dispensation de services, mais en termes aussi de qualité de service. Bonjour, je m'appelle Annie Frédéric, député des solidaires à l'Assemblée nationale. Ce que je voudrais implorer aujourd'hui, c'est de les implorer de respecter leur code professionnel, leur sens du devoir. Parce que le premier devoir de tous les employés de l'État, c'est envers le bien commun, c'est envers l'État québécois qui est su comme une administration au service de la population. L'État québécois n'est pas la propriété du gouvernement en place. Donc, quand le gouvernement agit de manière répétée et délibérée contre l'intérêt de la population, c'est le devoir de chaque citoyen, comme le devoir de chaque administrateur public, chaque employé de s'interposer, de dire je ne peux tout simplement pas. Ailleurs, dans un autre établissement, on est passé de 6 infirmières par 50 patients à 1 infirmière par 50 patients. Et les exemples sont légion des problèmes que ça cause dans le soin aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Un administrateur raisonné, le moindre sens de la réalité dans nos établissements va emmener n'importe quel administrateur de dire ça n'a juste pas de bon sens, on ne peut pas travailler comme ça. Alors, si c'est le cas, l'administrateur a le devoir de dire au ministre, de venir sur la place publique, de dire je n'appliquerai pas ça. Je n'appliquerai pas ça, je refuse. C'est une question en quelque sorte d'objection de conscience. C'est là que l'objection de conscience doit intervenir. On n'a pas le droit de filmer dans la salle du CA. Ou alors, si vous voulez filmer, il faut demander l'autorisation à tous les membres au préalable. Mais c'est une autorisation écrite. L'autorisation écrite? Oui, c'est pour respecter le code civil, le droit à l'image. Donc, si vous voulez, vous d'abord faire une demande au préalable aux personnes et suite à ceci, vous pouvez, mais pas dans leur autorisation. Si je continue à filmer, qu'est-ce qui se passe? On fait beaucoup de peine. Ici, je fais un exemple, je fais juste ici. Il faut que vous filmiez tous les membres ici, mais est-ce qu'ils vous ont donné l'autorisation? Je ne sais pas moi. S'ils sont d'accord, vous pouvez. Ok, mais oui, mais vous pouvez juste. Je ne connais pas le conseil, je peux donner juste présenter. C'est filmé dans les 20 Ce soir, je vais être très bref. Vous allez être content, M. le Président. Mais le sujet est quand même sérieux. Je suis venu quand même sensibiliser le conseil d'administration dans le cadre des compressions budgétaires et tout l'impact que ça peut avoir sur le terrain. Je ne sais pas si ça vient à vos oreilles, mais j'ai le devoir quand même ce soir de vous informer de quelques petites niaiseries qui se passent sur le terrain. Moi, quand il y a des travailleurs de bureau qui viennent me voir dans le bureau syndical, ils se font dire qu'à partir de ce matin, les crayons sont plus tournés par l'employeur, que les post-it, c'est réservé exclusivement aux médecins. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Quand on sait que la direction, d'ailleurs, nous avez entendu maintes et maintes fois dénoncer la pratique dans le cadre de promotion, mais aussi des coûts qui sont associés à cette firme-là, comment voulez-vous expliquer à nos membres
que l'employeur a de l'argent pour prendre une firme, à nous donner des dons, qu'on n'est pas capable de fournir les crayons. Je la comprends pas. J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez parce que ça n'a pas de bon sens, M. le Président. Si on continue à gouverner de ces 3 ans de cette manière-là, ça va péter. Il y a un problème majeur. Il y a une directrice des soins infirmiers, comme partout dans les établissements au Québec. Ça fait 1 an que les représentantes locales demandent une rencontre avec la directrice des soins infirmiers, responsable de la qualité de la dispensation des soins, et c'est impossible de la rencontrer. Depuis 1 an, toutes les rencontres sont remises. Vous avez répondu tout à l'heure à mon collègue qui a 2 tables. Nous, on veut bien aller discuter, mais il faut toujours bien avoir quelqu'un pour discuter. Et quand on remet les rencontres de jour en jour, on se questionne un sur la transparence, c'est très à la mode ces temps-ci, mais de 2, j'aimerais bien avoir les études d'impact sur les impacts de vos décisions de gestion. Je vous remercie. Tous les jours, au bureau, j'ai des gens qui m'appellent en pleurant. Ils arrivent au CLSC, ils ont une boule. La boule, elle monte, elle est là, et ils passent 15 minutes dans le stationnement à pleurer avant de monter au travail. D'autres se réveillent en plein milieu de la nuit en pleurant. C'est une attaque, là, incroyable, OK? Ça n'a pas de bon sens d'aller dans une vie privée des gens, de leur empêcher d'avoir des vacances avec leur famille et dire à cette équipe-là qui ont subi cette firme-là uniquement, pas mon équipe, pas encore, mais ça va venir, j'imagine. La seule équipe qui a subi un climat de travail merdique, c'est à eux seuls qu'on leur dit non à la conciliation travail-famille, à du temps avec leurs enfants. Alors, ma question est la suivante. Je me demande où est votre sensibilité par rapport à ce que nos employés vivent. Je voudrais la savoir. Parce que moi, actuellement, j'en vois pas. Je veux personnellement vous dire que je demande au conseil d'administration de rectifier le tir par rapport au quota de vacances. Nous allons vous déposer une pétition que je n'ai pas en main ce soir, donc je vais vous faire parvenir. Je sais que la dernière fois, vous avez détesté contre les pauses live. Alors, je respecte, OK? Je respecte votre conseil, M. le Président. J'aimerais maintenant que vous respectiez le droit des travailleurs d'aller se reposer quand on en demande plus pour moi. Je viens d'entendre quand même un cri de détresse de la part des employés. Ça rejoint une observation parce qu'il y avait une touchée de dédain. J'ai rencontré 2 de vos patients qui étaient chez Hollande, les 2 pour ACV, et ils sont ici depuis moins de 3 ans. Et les 2 m'ont confirmé qu'il y avait une baisse de la quantité, de la qualité des soins reçus dans le centre. Alors, je trouve de manière combinée, ça rejoint certaines observations ailleurs à cause des compressions, une baisse de la qualité, de la quantité des soins, une détresse très importante chez le personnel. Et j'ai entendu une réponse que vous avez donnée, qui est une réponse qui est tout à fait logique. Je comprends très bien, M. le Président, que vous vivez dans un contexte de compression qui entraîne un certain nombre de conséquences, de décisions malheureuses. Mais je rappelle, très humblement, qu'en tant que tous les exécutants que nous sommes, moi comme médecin par exemple dans mon hôpital, vous comme administrateur, bien sûr il y a des obligations, nous sommes dans un cadre bien précis, nous devons respecter une certaine loyauté avec ceux qui nous ont mis là et pour lesquels nous devons travailler, mais je rappellerai très humblement que nous sommes au service de l'État québécois. Et l'État québécois n'appartient pas au gouvernement, ni au ministre. L'État québécois, c'est des institutions que nous sommes données qui doivent servir le bien commun et l'intérêt des patients. Donc, si moi, comme exécutant, il arrive que dans mon hôpital, on me dit d'utiliser de la pénicilline là où je dois utiliser pour la santé de mon patient de la vancomycine, la première obligation, c'est vis-à-vis des patients.
c'est vis-à-vis de l'État qui m'a donné le rôle de soigner des patients, donc je dois refuser. Je ne peux pas invoquer le fait que c'est des compressions imposées par le gouvernement, et donc je suis dans l'obligation de les exécuter. Il y a un principe depuis de très malheureux événements en Europe, il y a 50, 60 ans, il y a des principes qui se sont imposés à nous. Les exécutants ont des obligations qui font qu'ils ne peuvent pas se dérober d'un certain nombre de responsabilités. J'invoque ceci en ne jugeant pas du reste, mais je crois qu'il faut aller au-delà des compressions. Je vois très bien, par exemple, vous, comme président du conseil d'administration, d'appeler le président du conseil d'administration du C3S dans mon comté, d'appeler le président du conseil d'administration dans le C3S de la Mondiale qui subissent les mêmes choses, et ensemble, venir nous dire, et au gouvernement, vous mettre debout et dire non, nous n'exécuterons pas ces compressions. Il est inadmissible. Vous aurez l'appui de l'ensemble des parlementaires, d'une majorité de parlementaires, vous aurez surtout l'appui de ceux qui sont les véritables patrons de tous les autres, c'est-à-dire la population, au sein duquel vous êtes.
Alors, vous êtes toujours en direct de la soirée du Festival du film engagé sur les ondes de 99media.org. Une présentation spéciale par les Altercitoyens, le groupe GAPA et de 99% Média.
gens aux gens de revenir prendre leur place. Oui, bonjour. Donc, on va continuer les projections. Là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pendant que les gens se rassoient. Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi 99% médias, il y a plusieurs mouvements qui parlent de 1% des très riches qui possèdent la majorité de toutes les richesses. Oui, puis de 99% de la population. Donc, ça vient de là, de 99% des médias. Donc, nous sommes le 99%. We are the 99%. Exactement, oui. Donc, là, il y a 2 minutes pour une annonce pour une marche. Et après, bon, je vais laisser la parole. On est de retour des appels citoyens. En fait, pour vous inviter, ce clip-là est une invitation. Demain, si vous n'avez rien à faire à 13h, il y a une manifestation contre les politiques d'austérité, dont notamment les hausses de tarifs d'Hydro-Québec et le détournement de la mission d'Hydro-Québec. Donc voilà, c'est un clip qui est réalisé par François Giroux, qui est là, qui est en arrière, de tous nos collaborateurs avec les habitants. Donc voilà. Pourquoi Philippe, métro McGill demain, 13h. Les organisateurs de la marche. Est-ce que le trajet a été donné? On suit les pilotes. Et la hausse du fonds patrimonial, c'est pas seulement pour 2014, ça va être pour 2015, c'est pour 2016, et à tout temps éternel, à chaque année. Il y a un an, presque jour pour jour, le gouvernement Marois se dérive sur une vague de promesses progressistes après la naissance de l'un des plus grands mouvements sociaux du Québec. Ignorant ses engagements, le Parti québécois fait de la petite politique sur le dos des personnes les plus démunies de notre société. Dans un document endossé par plus de 80 groupes communautaires, féministes, étudiants et syndicaux, la coalition réitère ce que la population sait déjà, la hausse d'hydro n'est pas justifiée par le contexte économique. L'accès à l'électricité est un besoin plus qu'essentiel et le courant doit passer avant les profits. Ce qui est important de comprendre derrière ça, c'est que ce sont des hausses politiques qui ont été mises de l'avant par nos gouvernements. On sort d'un prix d'environ 3 sous à l'exportation, alors que les nouvelles sources d'énergie nous coûtent 10 à 12 sous. Donc finalement, par le biais des tarifs des consommateurs, on finance une industrie et puis de l'autre côté, on exporte notre héritage aux États-Unis.
Alors, on pense aujourd'hui à la coalition qui est absolument nécessaire de mener une lutte sociale pour le maintien des tarifs équitables pour que l'ensemble de la population ait accès à ce service essentiel qui est l'électricité. La hausse des tarifs d'Hydro-Québec, c'est une hausse qu'on dit régressive. Ça veut dire que plus vous êtes pauvre, plus vous devez consacrer une grosse partie de votre budget pour payer cette hausse-là. Ces personnes n'ont pas de marge de manœuvre dans leur budget. Elles ne peuvent pas couper dans la nourriture parce qu'elles souffrent déjà de la faim. C'est pour toutes ces raisons que nous invitons la population à se joindre à nous lors d'une grande manifestation qui aura lieu le 28 septembre à 13h au Square Phillips. Je vais vous présenter GAPA, que ça veut dire, c'est le guet des activités paralogiques, propagandistes et antidémocratiques. Et donc, c'est ça, ça s'est fondé pas mal pendant la grève et ça s'est ressoudé à Victoriaville. Puis ça s'est ressoudé encore avec les gaz lacrymogènes et les RPPG. Donc, on voudrait ce soir profiter de l'occasion pour remercier le SPVM. Donc, c'est ça. Donc, on est un groupe de médias. Désolé. On est un groupe de médias autogérés. Donc, je suis un porte-parole et j'ai un mandat. Donc, la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo sur les relations publiques de la compagnie Petrolia, que vous connaissez peut-être de nom, ou en ayant vu leur fameuse publicité aux heures de grande écoute qui circulent en tant que telle. C'est une compagnie d'exploration pétrolière qui travaille surtout à Gaspé, mais en Anticosti aussi. On a donné la chance à Petrolia de venir répondre à vos questions, mais ils ont en tant que tel pas accusé réception de notre demande. En tant que tel, le cas est intéressant pas simplement pour le cas de Gaspé ou d'Anticosti ou même le cas de Petrolia, des stratégies qu'on relève ou qu'on essaie de capturer dans le film. Ces stratégies-là, c'est des stratégies qui sont utilisées par toutes les compagnies. On a diffusé le film sur Internet et puis on a eu beaucoup de réponses. On a eu beaucoup de commentaires. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que d'un peu partout au Québec, il y avait des citoyens qui se levaient pour nous dire qu'ils vivaient à peu près le même genre de choses chez eux. Donc, c'est un film qui porte sur Petrolia, à Gaspé, à Anticosti, mais c'est un film aussi qui parle plus généralement des relations publiques, grosso modo, qui sont utilisées par